Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 44. Le Stromboli. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne, à 2 pas d'un gouffre, dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé de la mort, pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle, qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre. « En Islande » dis-je. « Neige » répondit Hans. « Comment non » cria le professeur. « Hans se trompe » dis-je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neiges éternelles, au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire au-delà des latitudes les plus élevées. Et contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ses feux. Je ne voulais pas en croire mes regards. Mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à demi nus du cratère, et l'astre radieux, auquel nous n'avions rien demandé depuis 2 mois, se montrait à notre égard prodigue de lumière et de chaleur, et nous versait à flots une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employai à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande. »« Mais l'île de Jan Mayen » répondis-je. « Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est point un volcan du Nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige. Cependant, regarde Axel, regarde. Au-dessus de notre tête, à 500 pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes, mêlée de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ses énormes évents. Au-dessous, et par une pente assez roide, les nappes de matières éruptives s'étendaient à une profondeur de 700 à 800 pieds, ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur de 100 toises. Sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts, parmi lesquels je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était donc point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant se voyait un petit port, précédé de quelques maisons, et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots bleus. Au-delà des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide, et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon. Sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation. Sur les autres, plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'eau étincelait sous les rayons solaires, laissant poindre çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent.
L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. « Où sommes-nous ? Où sommes-nous » répétai-je à mi-voix. Hans fermait les yeux avec indifférence, et mon oncle regardait, sans comprendre. « Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y a fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas, et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons, et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. » Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant de longues heures encore. Mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus du volcan offrait des pentes très raides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en paroles. « Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. »« Mais la boussole, » répondit mon oncle. « Oui, la boussole, » disais-je d'un air embarrassé. « À l'en croire, nous avions toujours marché au nord. »« Elle a donc menti. »« À moins que ceci ne soit le pôle Nord. » Il y avait là un fait inexplicable, je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait et la soif aussi. Heureusement, après 2 heures de marche, une jolie campagne s'offrait à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers, de vignes, qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point gens à y regarder de si près. Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles. Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre 2 touffes d'oliviers. « Ah !» m'écriai-je. « Un habitant de cette heureuse contrée !» C'était une espèce de petit pauvre très misérablement vêtu, assez souffreteux, et que notre aspect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nus, avec nos barbes incultes, nous avions fort mauvaise mine, et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramena malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ?» L'enfant ne répondit pas. « Bon, » fit mon oncle, « nous ne sommes point en Allemagne. » Et il redit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet ?» s'écria le professeur, qui, très fier de son polyglottisme, recommença la même demande en français. Même silence de l'enfant. « Alors, essayons en italien, » reprit mon oncle. « Dove noi siamo ?» « Oui, où sommes-nous ?» répétai-je avec impatience. L'enfant de ne point répondre. « Ah ça, parleras-tu » s'écria mon oncle que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles. « Come si noma questa isola ?»« Stromboli » répondit le petit pâtre qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. Nous ne pensions plus guère à lui. Le Stromboli. Quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu ? Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologiques mémoires, dans l'ancienne Strongyle où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes. Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre. Et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. Stromboli, le Stromboli, répétai-je. Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter un chœur. Ah, quel voyage! Quel merveilleux voyage! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre, et cet autre était situé à plus de 1200 lieues du Sneffels, de cet aride pays de l'Islande, jeté aux confins du monde.
Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous paraît pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous les démons vomis du sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer « Mais la boussole qui marquait le nord. Comment expliquer ce fait ?» « Ma foi, dis-je, il faut pas l'expliquer, c'est plus facile. Par exemple, un professeur au Joanneum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. » En parlant ainsi, mon oncle, demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le professeur de minéralogie. 1 heure après avoir quitté le bois d'olivier, nous arrivions au port de San Vincenzo, où Hans réclamait le prix de sa 13e semaine de service, qui lui fut compté avec de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos 2 mains et se mit à sourire. Chapitre 45. Le phénomène de la boussole. Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien. Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après 48 heures d'attente, le 31 août, un petit speronare nous conduisit à Messine, où quelques jours de repos nous remirent de nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Volturne, l'un des paquebots-postes des messageries impériales de France, et 3 jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fait inexplicable ne laissait pas de me tracasser très sérieusement. Le 9 septembre, au soir, nous arrivions à Hambourg. Quelle fut la stupéfaction de Marthe! Quelle fut la joie de Graüben! Je renonce à le décrire. Maintenant que tu es un héros, me dit ma chère fiancée, tu n'auras plus besoin de me quitter, Axel. Je la regardai, elle pleurait en souriant. Je laisse à penser si le retour du professeur Lindenbrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier. On ne voulut pas y croire, et en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant, la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique. Alors mon oncle devint un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur. Une séance publique eut lieu au Joanneum, où le professeur fit le récit de son expédition, et n'omit que les faits relatifs à la boussole. Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Saknussemm, et il exprima son vif regret de ce que les circonstances plus fortes que sa volonté ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du voyageur islandais. Il fut modeste dans sa gloire, et sa réputation s'en accrut. Tant d'honneur devait lui susciter des envieux. Il en eut, et comme ses théories, appuyées sur des faits certains, contredisaient les systèmes de la science sur la question du feu central, il soutint par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne pus admettre sa théorie du refroidissement. En dépit de ce que j'ai vu, je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale.
Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sous l'action de phénomènes naturels. Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans, malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de la nostalgie de l'Islande. « Farewell », dit-il un jour, et sur ce simple mot d'adieu, il partit pour Reykjavik, où il arriva heureusement. Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur d'Eider. Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie. Et certainement, je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois. Pour conclure, je dois avouer que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes qui furent commentés, discutés, attaqués, soutenus avec une égale conviction dans le champ des croyants et des incrédules. Chose rare, mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise. Et il n'y eut pas jusqu'à M. Barnum qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix dans les États de l'Union. Mais un ennui, disons même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant, pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence. Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole et je me mis à observer. Depuis 6 mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction? Je poussai un cri. Le professeur accourut. « Qu'est-ce donc? Cette boussole? Eh bien, mais son aiguille indique le sud, non le nord. Que dis-tu? Voyez, ses pôles ont changé. » Changé? Mon oncle regarda, compara, et fit trembler la maison par un bond superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien? Ainsi donc, s'écria-t-il, dès qu'il retrouva la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, l'aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord. Évidemment. Notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles? Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage sur la mer Lindenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. « Ah !» s'écria le professeur en éclatant de rire. « C'était donc un tour de l'électricité. » À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants, et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse en la double qualité de nièce et d'épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lindenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des 5 parties du monde. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.